Svalbard, la dernière étape du pôle Nord. Cet archipel isolé est niché dans l'océan Arctique et constitue la masse continentale habitée la plus septentrionale de la planète. C'est un endroit où le soleil de minuit brille pendant des mois et où les ours polaires se promènent librement, offrant un aperçu de la beauté brute du Grand Nord. Géographiquement, Svalbard est situé entre la Norvège et le pôle Nord, à environ 960 km du continent. Un archipel si isolé, si extrême qu'il ressemble à une autre planète, mais ne vous laissez pas tromper par sa désolation. Environ 2900 âmes courageuses ont élu domicile au Svalbard. Le nom Svalbard signifie « côte froide », un nom qui met vraiment en valeur la topographie de l'archipel, puisqu'il est situé dans l'océan Arctique et connaît des températures extrêmement basses toute l'année. Bien que peu peuplée, la population est majoritairement norvégienne. La langue officielle est le norvégien et la monnaie utilisée est la couronne norvégienne. Bien que le Svalbard fasse partie de la Norvège, il bénéficie d'un statut particulier et d'une certaine autonomie. Comme il s'agit d'un pays où vivent des ours polaires, il y a plus d'ours polaires que d'habitants dans l'archipel, ce qui signifie que s'aventurer hors des villages nécessite de sérieuses précautions. Le Svalbard regorge d'aspects fascinants qui le distinguent vraiment du reste du monde. Comme l'archipel connaît 24 heures de lumière du jour en été, il connaît également 24 heures d'obscurité totale en hiver. Il est interdit d'accoucher sur l'île, il n'y a pas de cimetière où enterrer les corps et les bébés sont souvent laissés dehors pour dormir par temps froid. Aujourd'hui, mes amis, nous allons jeter un œil au Svalbard, une île pleine de surprises et d'aspects fascinants. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Svalbard est situé entre la Norvège et le pôle Nord et est considéré comme la dernière étape du pôle Nord. Le paysage lui-même est un personnage de cette histoire. Des montagnes imposantes, sculptées par les glaciers, des fjords vastes et gelés. Malgré sa situation isolée, le Svalbard compte quelques petites agglomérations dispersées sur ses îles. Longyearbyen en est le centre principal, une ville étonnamment moderne avec toutes les commodités que vous pouvez attendre, des écoles, des hôpitaux, même une brasserie. Mais ce sont les plus petites agglomérations qui capturent vraiment l'esprit du Svalbard. Ny-Ålesund, un minuscule avant-poste de recherche plus au nord, est l'un des endroits habités en permanence les plus proches du pôle Nord. Barentsburg, une ville minière russe, offre un aperçu d'une autre époque, vestige de la guerre froide. La première chose que vous devez savoir sur cet endroit est que l'archipel norvégien est une terre d'extrême, en particulier en ce qui concerne la lumière du jour. En raison de sa latitude élevée, le Svalbard connaît à la fois le soleil de minuit et la nuit polaire. Pendant le soleil de minuit, le soleil ne se couche pas pendant des mois, tandis que pendant la nuit polaire, le soleil ne se lève pas pendant des mois, ce qui donne un spectacle époustouflant de ciel nocturne noir comme du charbon. Le soleil de minuit se produit souvent pendant les mois d'été, généralement de fin mai à fin août. Mais pourquoi l'île connaît-elle une variation aussi extrême des saisons? Eh bien, l'inclinaison de la Terre sur son axe est responsable du soleil de minuit. La Terre tourne autour du Soleil et son inclinaison fait varier la trajectoire du Soleil tout au long de l'année. À la latitude nord du Svalbard, la trajectoire du Soleil est suffisamment haute en été pour ne jamais descendre sous l'horizon. À l'inverse, pendant la nuit polaire, le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon pendant une période continue, et cela se produit parce que l'inclinaison de la Terre provoque également la nuit polaire en hiver, et la trajectoire du soleil est plus basse dans le ciel.
Elle dure généralement de fin novembre à fin février. Bien sûr, les dates exactes peuvent varier légèrement d'une année à l'autre. Comme l'île est proche du pôle Nord, presque tout au Svalbard est à peu près l'île la plus septentrionale du monde. Ils ont l'université la plus septentrionale du monde, l'église la plus septentrionale du monde, l'aéroport le plus septentrional du monde, l'hôtel le plus septentrional du monde, la librairie la plus septentrionale du monde, musée, galerie d'art, restaurant, et la liste est longue. En raison de sa latitude élevée et de sa proximité avec l'Arctique, le Svalbard connaît d'importantes fluctuations de température tout au long de l'année. Les étés sont doux, avec des températures moyennes allant de 3 degrés Celsius en juin à 7 degrés Celsius en août. Bien qu'il puisse sembler chaud par rapport à l'hiver, les températures sont encore relativement fraîches, surtout si l'on tient compte de la lumière du jour constante. Les hivers, en revanche, sont rudes et impitoyables. Les températures peuvent chuter jusqu'à une moyenne de moins 15 degrés Celsius en décembre et janvier. Les vagues de froid extrêmes peuvent faire descendre les températures jusqu'à moins 40 degrés Celsius ou même plus bas. L'île est soumise à des températures extrêmes à cette époque de l'année, souvent bien en dessous de zéro. Par conséquent, l'architecture des maisons est spécialement conçue pour résister à ces conditions difficiles et offrir un environnement de vie confortable. Bien que la majorité de la population du Svalbard soit norvégienne et que l'île soit soumise à la législation norvégienne, 2 colonies de l'archipel sont principalement peuplées de Russes et d'Ukrainiens. Environ 450 personnes vivent dans la communauté minière moderne de Barentsburg, tandis que moins de 10 vivent dans la ville fantôme soviétique de Pyramiden. Il existe également une petite minorité dans l'archipel, composée de groupes ethniques thaïlandais et philippins. Le coût de la vie au Svalbard est relativement élevé par rapport à la Norvège continentale. Cela est principalement dû à l'éloignement du territoire et à la nécessité d'importer la plupart des biens et fournitures. La nourriture, le logement et d'autres produits de première nécessité peuvent être plus chers que sur le continent. Le salaire mensuel moyen au Svalbard peut varier de 30 000 à 40 000 couronnes norvégiennes, ce qui correspond respectivement à 3 000 et 4 000 $. En été, la lumière du jour continue signifie qu'il n'y a pas besoin d'éclairage artificiel. À l'inverse, en hiver, la nuit polaire signifie que l'éclairage artificiel est essentiel pendant la majeure partie de la journée. On peut donc dire que l'électricité est l'une des dépenses les plus importantes pour les habitants du Svalbard. Les autres dépenses comprennent le chauffage, le déneigement et les services d'urgence. En parlant de budget, il convient également de mentionner que les habitants du Svalbard ne paient pas beaucoup d'impôts. Bien que la région soit gouvernée par la Norvège et soumise à la loi norvégienne, l'île possède également son propre système de lois qui peuvent parfois outrepasser la loi norvégienne, notamment en matière d'impôts. Par exemple, en ce qui concerne les revenus et les impôts, les résidents du Svalbard paient beaucoup moins que sur le continent, les habitants payant un impôt sur le revenu de 8% et 8% supplémentaires au titre de la sécurité sociale. En raison de la situation éloignée du Svalbard et de sa population plus petite, il est plus difficile et plus coûteux de fournir le même niveau de services publics que sur le continent norvégien. Par conséquent, le gouvernement a choisi de maintenir les impôts à un niveau bas pour compenser le coût de ces services. Si vous pouvez vivre ici, vous êtes libre de vous installer, et si vous ne le pouvez pas, vous devez quitter l'île. L'île est généralement considérée comme une région sûre avec un faible taux de criminalité. Cela est en partie dû à sa faible population et à son emplacement isolé, ce qui rend difficile pour les criminels d'opérer sans se faire repérer. Alors que pendant la nuit polaire au Svalbard, le soleil reste sous l'horizon 24 heures sur 24, ce n'est pas le cas de la Lune, qui peut toujours être visible à cette époque de l'année.
La visibilité de la Lune dépend de sa phase et de sa position par rapport à la Terre. Longyearbyen est la principale agglomération du Svalbard et la seule à disposer d'un véritable aéroport avec la plus grande population de la région. Les principales activités économiques sont principalement axées sur l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment l'extraction du charbon, la chasse et la pêche. L'île abrite également plusieurs stations de recherche suédoises, norvégiennes et russes, qui contribuent à l'économie locale. Le tourisme est également un autre secteur en pleine croissance. Longyearbyen est très compact. En tant que petit village, il est relativement facile de s'y déplacer et de découvrir ses recoins cachés. En fait, il est si petit que presque tout est accessible à pied, la plupart des restaurants et des bars étant situés à proximité du centre. Longyearbyen est un endroit très calme, où même les rennes se promènent librement dans les rues. Ces créatures peuvent être observées presque partout, et elles font toujours leurs propres affaires, comme si elles n'étaient pas dérangées par les passants. Il est également recommandé aux visiteurs de profiter des courtes distances de marche et de l'offre d'emprunt de vélos de ville en été pour rendre votre visite aussi durable que possible. Hormis la navette aéroportuaire de Longyearbyen, il n'existe pas de transport public ordinaire au Svalbard. En raison du terrain difficile et de l'infrastructure routière limitée du Svalbard, les motoneiges et les bateaux sont des moyens de transport essentiels, surtout en hiver. Comme l'île ne possède pas beaucoup de routes, les gens utilisent souvent des snowboards et des bateaux pour explorer ou quitter l'île. Et en été, la voiture est le principal moyen de transport. Vous vous demandez peut-être pourquoi la ville a été construite dans l'Arctique. Réponse courte, les mines de charbon. Au début du XXe siècle, il y avait une demande importante de charbon qui était utilisée comme source d'énergie majeure. Le Svalbard, avec ses riches gisements de charbon, est devenu un lieu attrayant pour les opérations minières. L'explorateur et homme d'affaires norvégien John Munro Longyear a dirigé une expédition vers l'archipel en 1906 et a créé la société Stor Norske Spitsbergen Kullkompani pour extraire du charbon. Comme vous pouvez l'imaginer, le nom Longyearbyen est directement lié à l'explorateur norvégien John Munro Longyear. Il a fondé la colonie en 1906 et, en l'honneur de ses contributions, la ville a été nommée Longyearbyen. La ville s'est développée au fil du temps, à mesure que de plus en plus de mineurs et leurs familles se sont installés dans la région. L'industrie minière du charbon a joué un rôle crucial dans le développement du Svalbard pendant de nombreuses décennies. Cependant, l'industrie a décliné ces dernières années et Longyearbyen a fait la transition vers une économie basée sur le tourisme. Barentsburg, un avant-poste russe au Svalbard, est l'une des principales agglomérations de la région. Elle est située sur la côte ouest du Spitsberg, la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Barentsburg est l'une des rares colonies russes restantes en dehors de l'ancienne Union soviétique. La ville a été fondée par la Russie en 1910 en tant que ville minière de charbon, puis est devenue une partie de l'Union soviétique jusqu'en 1993. Aujourd'hui, la colonie abrite une petite communauté russe. Un autre héritage soviétique dans la région est la ville fantôme de Pyramiden. Cette ville abandonnée abritait autrefois 1000 personnes. La ville a été fondée à l'origine par la Suède en 1910, puis vendue à l'Union soviétique en 1927. La ville a atteint son pic de population dans les années 1970, mais en raison de difficultés économiques et de la diminution des réserves de charbon, Pyramiden a été fermée en 1993, a été abandonnée en 1998. Aujourd'hui, moins de 10 personnes vivent ici. Ny-Ålesund est une autre petite localité située au Spitsberg. Contrairement à Longyearbyen et Barentsburg, Ny-Ålesund est avant tout une communauté de recherche scientifique.
À la fin du XIXe siècle, des activités minières ont commencé dans la région axées sur le charbon et le plomb. Suite au déclin de l'exploitation minière, Ny-Ålesund s'est transformé en station de recherche scientifique. La première station scientifique permanente a été établie en 1911 par la Suède. Aujourd'hui, Ny-Ålesund abrite de nombreuses stations de recherche de différents pays, dont la Norvège, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas simplement vous y installer, vous avez besoin d'une invitation ou d'un emploi dans la localité. Il s'agit avant tout d'un village de recherche. Il n'est donc pas très peuplé, avec environ 100 résidents en été et seulement une trentaine qui restent en hiver. Actuellement, 11 institutions de 10 pays différents y ont établi des stations de recherche permanentes, axées sur des domaines tels que la biologie, l'océanographie, la géologie, la glaciologie et la physique. Il n'y a pas d'hébergement pour les touristes dans la colonie, donc la seule façon de séjourner à l'hôtel est de demander à un membre de la famille ou à un ami qui y travaille de vous y inviter. Mais la renommée de la région ne vient pas principalement de son histoire d'extraction du charbon ou de ses colonies de recherche. Elle est plutôt devenue célèbre en tant que point de départ de nombreuses expéditions polaires, notamment celles visant à atteindre le pôle Nord. Des explorateurs célèbres comme Roald Amundsen, Fridtjof Nansen et Robert Peary sont tous passés par la ville avant de se lancer dans leur voyage vers le pôle Nord. En raison de sa nature isolée et éloignée, le Svalbard fait l'objet de certaines idées fausses courantes. Par exemple, un mythe populaire disait que mourir au Svalbard était illégal. Eh bien, nous pouvons vous assurer qu'aucune loi n'interdit de mourir au Svalbard. Bien que les enterrements ne soient pas autorisés au Svalbard en raison du permafrost, il est bel et bien possible de décéder dans l'archipel. Et s'il est permis de mourir au Svalbard, ce n'est pas la même chose pour accoucher. C'est vrai, il est totalement illégal d'accoucher au Svalbard. Bizarre, non? Eh bien, cela peut paraître étrange, mais le raisonnement derrière cette loi inhabituelle ajoute à l'intrigue. Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à accoucher sur l'île, car il n'y a pas d'installation médicale appropriée pour accoucher. Bien que la ville dispose de son propre hôpital, elle ne dispose pas des installations nécessaires pour accueillir des opérations graves et chirurgicales. Et comme il n'y a pas de maternité, il est recommandé aux femmes enceintes de quitter l'île et de s'installer sur le continent 1 mois avant la date prévue de l'accouchement. Il n'y a pas de sans-abri sur l'île. Les habitants de l'archipel doivent avoir un emploi pour y vivre et doivent avoir un permis de résidence permanent, ce qui rend le statut de sans-abri illégal. Et si vous n'avez pas les moyens de vivre ici, vous devez quitter l'île, où le gouvernement peut vous acheter un billet d'avion pour retourner d'où vous venez. Les gens de l'extérieur pensent que l'expérience du soleil de minuit et de la nuit polaire peut être à la fois fascinante et stimulante. Si le soleil de minuit offre une lumière du jour infinie, il peut également perturber les habitudes de sommeil. La nuit polaire, en revanche, peut entraîner des sentiments d'isolement et de dépression. Mais les habitants de l'île ont une autre vision des choses. Les nuits polaires sont plus pratiques pour eux car elles leur permettent de dormir plus longtemps. Mais ce n'est pas la seule raison. Si les hivers au Svalbard sont rudes en termes de température, l'environnement lui-même est souvent étonnamment calme et serein. L'absence d'activité humaine, associée aux températures glaciales, crée une atmosphère tranquille. Pour de nombreux habitants du Svalbard, les nuits polaires représentent une période de tranquillité, car l'île entre en quelque sorte en mode hibernation. La communauté jouit d'un sentiment de calme. Pendant cette période, les nuits polaires sont souvent accompagnées d'un vaste ciel étoilé qui orne la région les nuits claires. Et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être observer les aurores boréales de jour comme de nuit. L'un des aspects positifs de cette saison est que les habitants ont plus de temps à passer ensemble, à socialiser et à sortir dîner en ville.
C'est donc le moment idéal pour les habitants de Longyearbyen de se détendre après une haute saison chargée. L'inconvénient de cette saison est l'obscurité constante. Notre corps a besoin de la lumière du jour pour se recharger et gagner en énergie. C'est pourquoi de nombreux habitants du Svalbard se sentent souvent fatigués et moins énergiques pendant cette période. Pour les nouveaux arrivants dans la région, la première année au Svalbard peut être particulièrement difficile, mais avec le temps, il devient plus facile de s'y adapter. Pendant la nuit polaire, les habitants de Longyearbyen se livrent à diverses activités, comme des nuits de camping douillettes avec de la bonne nourriture, des chasses aux aurores boréales, des musées, des promenades en ville, des randonnées en montagne et des visites de mines. Une fois que la neige s'est suffisamment accumulée, les habitants du Svalbard se lancent également dans des excursions en motoneige et en traîneau à chiens. Comme il n'y a pas autant de touristes dans la région à cette époque de l'année, la ville est moins agitée, avec plus d'espace pour se détendre, et les habitants ressentent un plus grand sentiment de communauté, comme s'ils avaient toute l'île pour eux. Si certaines personnes trouvent les mois d'hiver plus agréables, d'autres peuvent trouver la saison un peu agitée. Pendant l'hiver et les nuits polaires, les habitants du Svalbard connaissent souvent des changements dans leur niveau d'énergie. En moyenne, les gens dorment environ 10 heures pendant la nuit polaire, mais ce chiffre tombe à seulement 4 heures pendant le soleil de minuit. En conséquence, beaucoup se sentent plus épuisés et vidés, ce qui les pousse à rester actifs. Beaucoup choisissent de partir en vacances à l'étranger dans des climats plus chauds lorsque les saisons se terminent pour profiter du soleil ou de la nuit. Selon les locaux, l'inconvénient du soleil de minuit est qu'il se fatigue rarement et souffre souvent de manque de sommeil. Les cycles de lumière du jour et d'obscurité offrant des expériences distinctes à chaque saison, il est essentiel de les apprécier et d'en tirer le meilleur parti. Si vous ne pouvez pas voir le coucher du soleil ou les étoiles le mois prochain, pourquoi ne pas en profiter quand vous le pouvez? Et c'est ce que font les habitants du Svalbard. Après des mois d'obscurité, l'apparition du soleil est un événement joyeux, célébré par les locaux. Pendant cette période, il y a une célébration particulière organisée par les locaux appelée le Solfest. Le Solfest marque la fin de la nuit polaire et le retour du soleil. Cet événement est souvent considéré comme un symbole de renaissance, de renouveau et de nouveau départ. Si l'on combine les longs cycles de lumière et d'obscurité du Svalbard, on obtient une impression de jour et de saison allongée, avec des moments de la journée tels que le matin, le midi, l'après-midi et le soir, qui semblent s'étirer sur de longues journées, créant ainsi une impression de 24 heures allongées qui s'étendent sur des mois. À Longyearbyen, la croyance au Père Noël est profondément ancrée, inspirant une tradition chère aux habitants qui se rassemblent pour marcher avec des torches allumées, tandis que les lumières de la ville sont tamisées. Le Solar Concert est une tradition unique qui se déroule à Longyearbyen pendant la nuit polaire. C'est une célébration de la lumière et de l'espoir, et elle incorpore également un clin d'œil ludique à la légende du Père Noël. Les habitants et les visiteurs se rassemblent sur la place de la ville, portant des torches enflammées. Les lumières de la ville sont éteintes, créant une atmosphère dramatique et magique. Selon la légende locale, le Père Noël vit dans une mine dans les montagnes et à la fin du mois de novembre, le premier jour de l'Avent, il rentre chez lui. À son retour, il allume les lumières de la maison et installe une boîte aux lettres dans laquelle les enfants peuvent déposer leur liste de souhaits. Les habitants du Svalbard laissent également leurs bébés dehors par temps froid. Ils le font bien sûr lorsque cela ne présente aucun danger et parce qu'ils croient également que le froid aide les bébés à avoir une meilleure santé et un système immunitaire plus fort. En raison de la présence d'ours polaires et d'autres animaux sauvages, les jardins d'enfants et autres espaces extérieurs sont souvent clôturés pour assurer la sécurité des enfants.
Tout comme à Yakoutsk, l'environnement inhabituel du Svalbard, associé au manque de lumière naturelle, peut rendre certaines activités un peu difficiles. Mais ici, la vie continue. Les enfants vont toujours à l'école, les gens vont toujours au travail, les bars et les restaurants sont ouverts. Si l'hiver au Svalbard est une saison rude et impitoyable, c'est aussi une période d'une beauté à couper le souffle. L'océan, en hiver en particulier, est un spectacle à voir. Alors que les températures chutent et que le paysage environnant se transforme en un pays des merveilles gelées, l'océan prend une apparence spectaculaire et impressionnante. Plus tôt dans l'année, notamment en janvier, l'île connaît de violentes tempêtes de neige, obligeant les habitants à faire tout ce qu'ils peuvent pour braver le mauvais temps. Mais comme le dit le dicton, après la tempête vient le calme, et dans le cas du Svalbard, les violentes tempêtes sont souvent suivies de nuits violettes, ce qui rend une journée autrement sombre de la saison beaucoup plus lumineuse. Plus de 60% de l'île est recouverte de glaciers. Ces énormes masses de glace ont façonné le paysage des îles, créant des vallées profondes et des pics montagneux imposants. Et en raison du climat rigoureux, il n'y a pas d'arbres indigènes au Svalbard. Comme à Yakoutsk, le sol de l'île est gelé en permanence, ce qui signifie qu'il est impossible de faire pousser quoi que ce soit à partir du sol, donc toute la nourriture de l'île est expédiée là-bas. En raison du pergélisol, les pipelines sont construits au-dessus du sol et les maisons sont construites sur des piliers bien cachés. Et comme Longyearbyen est situé près d'une zone à risque d'avalanche, des gardes avalanches sont placés juste au-dessus de la ville. L'île abrite également une grande variété d'animaux sauvages, notamment des ours polaires, des oiseaux, des baleines, des phoques et bien plus encore. Pendant les saisons hivernales, de nombreux animaux hibernent ou réduisent leur niveau d'activité pour conserver leur énergie. Les ours polaires, par exemple, peuvent se réfugier dans des tanières pendant plusieurs mois. Les rennes et les renards arctiques peuvent également chercher refuge dans des grottes ou des terriers de neige. L'été est une période très active pour la faune du Svalbard, les animaux cherchant activement de la nourriture et élevant leurs petits. En parlant d'animaux, il y a un fait fascinant que vous devriez savoir sur cet endroit, mes amis. Étant donné l'environnement et la faune unique du Svalbard, des lois et réglementations spécifiques sont en place pour protéger les animaux et maintenir l'équilibre fragile de l'écosystème. Par exemple, il est illégal de rechercher des ours polaires, de cueillir des fleurs dans la toundra et de déranger les oiseaux de la région. Autre particularité de cette île, les chats y sont officiellement interdits. Cela est principalement dû aux inquiétudes concernant leur impact potentiel sur les populations d'oiseaux locales. Les chats sont des prédateurs naturels et leur introduction au Svalbard pourrait perturber l'équilibre écologique délicat de la région. Cependant, malgré l'interdiction, certains chats sont encore présents sur l'île. Ces chats étaient déjà présents au Svalbard avant l'entrée en vigueur de l'interdiction et étaient probablement autorisés à y rester. Il existe dans la région une structure intéressante appelée la Chambre forte mondiale de semences du Svalbard. Il s'agit d'une installation sécurisée conçue pour préserver les semences du monde entier en cas de catastrophe mondiale. Souvent appelée la chambre forte de l'Apocalypse, l'installation est située au plus profond du pergélisol. Elle sert de dépôt à des millions de semences du monde entier, préservant ainsi la biodiversité agricole contre les menaces telles que les catastrophes naturelles, le changement climatique et les conflits. Le pergélisol qui entoure la chambre forte permet de maintenir une température stable sans avoir besoin d'une réfrigération constante. Le coffre-fort conserve des graines du monde entier datant de plusieurs années, voire de plusieurs siècles. L'objectif est de collecter et de stocker des graines d'autant de variétés de cultures différentes que possible, en préservant la diversité génétique. Un aspect particulier que vous remarquerez avant d'entrer au Svalbard, c'est que les autorités norvégiennes ne vous demandent pas de visa pour entrer sur l'île.
Cependant, le seul moyen d'accéder au Svalbard est de passer par la Norvège. Cela signifie que vous aurez peut-être besoin d'un visa pour traverser la Norvège. Il convient également de mentionner que les gens ici ne ferment pas leur voiture à clé. Cela est dû au taux de criminalité relativement faible. Et en cas d'observation d'un ours polaire, vous pouvez vous réfugier dans votre véhicule. De plus, la ville est si petite que les habitants se connaissent probablement par leur nom. Il ne vous posera donc peut-être pas de problème de localiser votre véhicule au cas où quelqu'un vous le volerait. L'une des traditions les plus courantes au Svalbard est de laisser ses chaussures aux pieds lorsque l'on entre dans une maison ou dans certains établissements locaux, notamment l'office de tourisme ou les musées. Cette tradition remonte à l'époque où les seules personnes vivant à Longyearbyen étaient des mineurs. Pour éviter que de la poussière noire ne recouvre l'intérieur des bâtiments, il était courant d'enlever ses chaussures d'extérieur à l'entrée. Dans l'ensemble, le Svalbard est un endroit parfait pour ceux qui recherchent un environnement calme et serein. Et malgré le climat et les saisons inhabituelles, les gens aiment vivre ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.